Lui, il est super mignon. Enfin, ça arrive, je suis un peu bête. Hello Booktube, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog lecture romantaisie en anglais. Donc j'ai décidé de me mettre à la romantaisie en anglais parce que jusqu'à maintenant je lisais en anglais, mais plutôt de la dark romance ou des livres qui mélangeaient un petit peu de dark romance et un peu de fantasy, mais qui se passaient quand même dans notre monde. Mais j'osais pas en fait lire de la romantaisie en anglais parce que j'avais peur de pas comprendre au niveau de la langue en fait, parce que je m'étais dit c'est des mondes euh, parallèles qui n'existent pas, avec beaucoup de vocabulaire un petit peu fantastique, tout ça. J'avais peur de pas comprendre. La seule romantaisie que j'avais lue jusqu'à maintenant en anglais, c'était Zodiac Academy, le tome 1. Et clairement, j'avais bien senti que j'avais pas tout compris. Et quand j'ai lu, alors quand je regardais des vidéos qui parlait de ce livre-là et tout ça. Et quand j'ai lu après le tome 1 en français, je me suis vraiment rendu compte que j'avais vraiment pas tout compris. Donc ça m'a un peu dégoûtée de lire en anglais, parce que je me suis dit, si je comprends pas la romantaisie, ça sert à rien. Mais bon, ça y est, cette fois-ci, je me lance. Je vais vous parler du livre que j'ai commencé, de la romantaisie que j'ai commencé. Clairement, je suis excellemment bien tombée, on va dire, du niveau d'anglais, puisqu'il est super facile à lire. Donc j'ai décidé de me lancer aussi parce que je suis assidûment Nina Quill et j'en avais marre de voir des romantaisies en anglais qui avaient l'air trop bien, mais de jamais me lancer. Et là, en fait, il y a quelques jours, petit déclic, c'est qu'il y a eu un Stuff sur Kindle Days. Donc je sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est des jours comme ça dans l'année où il y a plein de e-books gratuits. Et là, il y a pas longtemps, c'était sur la romantaisie. Donc clairement, j'ai fait un peu le stock. Je vous parlerai après des livres que j'ai pris à ce moment à cette occasion-là. Mais j'ai fait le stock, donc du coup, faut bien le vider le stock. Donc maintenant, je vais vous parler du livre que j'ai commencé. Donc il s'agit de celui-ci. Donc je ne sais pas si ça se voit puisque mon écran de liseuse est éteint, mais voilà. C'est Knights of Obedience. Donc c'est une romantaisie, hein. Au niveau du titre, ne vous y méprenez pas. Clairement, à la base, je l'ai choisi pour le titre parce que je me suis fait avoir sur le titre. Parce que Knights of Obedience, si on traduit, ça veut dire nuit d'obéissance. Obedience, je crois que c'est obéissance en français. Et clairement, moi qui lis beaucoup de dark romance, j'ai cru que, mais non. Du coup, clairement, pour moi, ça voulait pas vraiment dire à quoi ça a rapport au livre, puisque là, j'en suis à 40% du bouquin, donc je sais en fait le lien avec le titre. Mais du coup, moi, je voyais autre chose. Du coup, au niveau de l'histoire, en fait, on va suivre. Donc, c'est un univers où il y a quatre royaumes différents, tout ça. On va suivre une fille, donc qui est la princesse du royaume du désert. Et apparemment, le royaume va mal, tout ça. Donc, ses parents vont décider de lui arranger un mariage avec le roi du royaume le plus prospère, tout ça. Donc, du coup, elle va pas trop riposter parce qu'elle en a marre de ses parents, parce que bon, sont pas trop sympas quoi. Et donc du coup elle va accepter le mariage, donc ça va être organisé, ils vont l'amener en fait dans le royaume du fameux roi là. Le fameux roi a 40 piges et elle en a 20, je tiens à le préciser. Mais le love interest, c'est pas le roi. Donc si jamais vous aimez pas les age gap, tout ça, vous inquiétez pas, c'est pas lui. Mais déjà, le début du livre, j'ai tellement aimé quand ils arrivent là-bas dans ce royaume-là. C'est tellement beau. Genre, elle arrive, elle vient du désert, il y a rien. Tout est désert du coup. Et elle arrive, c'est trop beau. J'ai eu l'impression comment l'auteur l'a décrit, que c'était un petit peu comme quand ils arrivent à Vélaris dans un cotard. La ville illuminée la nuit, les gens sortent la nuit, vivent la nuit, c'est trop beau. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, tout est bien, tout est franchement royaume incroyable. Et du coup, donc elle va rencontrer le roi, donc le roi qui est très content de se marier avec elle, tout ça, qui est très gentil au demeurant. Sauf que le problémo, c'est que ce roi, il a un frère
Le frère du roi, donc c'est le général des armées, et sauf que lui, il va voir en fait un petit peu la douille de pourquoi les parents d'Emily, notre personnage féminin qui s'appelle Emily, pourquoi les parents d'Emily veulent la marier, puisqu'ils voient très bien qu'en fait c'est juste pour profiter des avantages, hein, clairement. Et du coup, il va se mettre à détester Emily, alors que Emily en soi c'est pas elle qui a arrangé le truc, mais voilà. Et il va se mettre à détester Emily. Et au début du livre, en fait, on va voir que il fait tout pour être désagréable avec elle. Genre, même à un moment donné, le roi il va demander à ce que son frère l'entraîne, et puis lui il va faire exprès genre de lui faire des coups partout en se battant avec elle, tout ça. Enfin bref, il la déteste au début. Et après, il va y avoir des circonstances atténuantes qui vont faire qu'il y a une proximité forcée. Donc ça, c'est ce qui est dans le résumé, hein. C'est le début du livre et c'est ce qui est dans le résumé. Donc déjà, donc dans le résumé, on vous dit que va y avoir un événement dramatique qui fait que va y avoir proximité forcée. Sauf que du coup, je ne savais absolument pas ce qu'était cet événement. Spoiler alerte, je vais vous dire ce que c'est pas voilà, mais je vais vous dire ce que c'est. Donc en gros, ils vont aller tous les trois aux frontières en fait, là où ça, avec un autre royaume où ils sont en guerre, et il y a la reine du royaume contre lequel ils sont en guerre qui va kidnapper donc notre protagoniste masculin, notre love interest, et Emily. Voilà, c'est ça l'événement. Et ce qui fait qu'après, du coup, ils vont être emprisonnés par la reine, et ils vont devoir. J'en suis là au moment où en fait ils commencent à devoir faire des trucs pour elle, etc. Donc j'étais un peu déçue, je crois, de l'événement qui a fait que voilà. Mais j'ai vraiment hâte de voir comment l'autrice va se débrouiller pour ça. Mais j'étais un petit peu déçue de l'événement. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Mais sinon, au niveau du personnage féminin, ça va. Elle est pas trop nunuche, ça va. Honnêtement, ça va. Mais par contre, le personnage masculin, qu'est-ce que je l'aime bien. Il change tellement de tous les mecs qu'on voit dans les romantiques ou même dans les romances, du bad boy, sans cœur, etc., etc. Parce que il est grognon, mais il est grognon qu'avec elle. Et ça, c'est un peu mimes. Parce que oui, il est grognon avec elle, il la déteste, tout ce que vous voulez. Mais à côté, on voit les scènes où il est avec son frère, et surtout on voit les scènes où il est avec sa mère. Et c'est trop mimes parce que sa mère, elle est en mode oui, c'est mon petit bébé, c'est mon deuxième garçon, c'est mon dernier garçon, c'est mon petit bébé, tout ça. Donc c'est trop mignon parce qu'on voit en fait que clairement le personnage masculin, c'est pas un con non plus. Ça change des Xaden et compagnie. Non pas que j'aime pas Xaden, mais parce que voilà. Mais ça change vraiment, c'est cool. Et j'ai vraiment aimé le début de leur captivité du coup, parce qu'il y a eu une scène clairement, elle m'a fait fondre, et c'est là où l'autrice vraiment, elle nous présente vraiment pas un personnage masculin qu'on voit partout, parce que il y a une scène où en gros, je vous spoile pas, mais il va devoir faire un truc assez chaud quand même pour la reine. Et du coup après, il revient dans la chambre où il y avait déjà Emily, et en gros, il est complètement, enfin, ça l'a brisé quoi. Clairement, ça l'a complètement brisé, et elle va le réconforter et tout. Et ça fait tellement du bien de voir un personnage masculin qui montre ses faiblesses, qui montre ses failles, qui montre des émotions tout simplement, parce que c'est vrai que les romantésies, normalement, c'est le mec qui réconforte la fille quand il se passe des trucs pas cool. Mais lui, il y a rien qui le touche, on peut lui faire faire n'importe quoi, il a pas de cœur, il a pas d'humanité, etc. Donc là, ça fait du bien parce que c'est un personnage masculin qui a grave de l'humanité, qui est grave mignon et tout. Donc pour l'instant, j'en suis là. J'aime beaucoup. Je vous tiens au courant de la suite du livre, mais j'aime beaucoup, et le niveau d'anglais est extrêmement simple à comprendre. Donc, avant que j'aille m'installer tranquillement en bas à lire, non pas que je resterai pas dans ma chambre avec la clim, mais je vous présente ma petite liseuse. Je vous ferai un tour bientôt. Alors voilà, comme vous pouvez voir, je ne suis absolument pas fan de Forswing, hein, n'est-ce pas? Regardez les petits stickers. Voilà, voilà, j'adore. Ça, clairement, oui. Oui, 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 oui. La citation de Liam, vous-même, vous savez. Voilà, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop.
Been to California, never been to LA. So I'll stay home and write these songs, pretend I'll make it someday. My friends are getting married, they're all settling down. So I lay here, watch the ceiling fan go round and round. Quoi de mieux qu'un petit latte coco dès le matin pour commencer la journée dans ma petite tasse Starbucks. Je me tords le bras. Starbucks. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus haut dans la vidéo, je vais vous faire un petit e-book haul des livres que j'ai eu pendant le Stuff Your Kindle Days. Donc il y en a en juillet des prochains de Stuff Your Kindle. Je ne sais pas si c'est Romantasy, je pense que c'est que romance, mais je vous mettrai si jamais en barre d'infos les prochaines dates. Donc je vais vous lire les résumés. J'ai à peu près pris 10 livres. J'ai regardé tous les livres. Il y en avait énormément, il y en avait plus de 200, je crois. J'ai regardé tous les livres. Enfin, surtout, j'ai regardé les couvertures. Et si la couverture me plaisait, après, je regardais les résumés parce que c'est bête, hein, mais si la couverture me plaît pas, bah non, clairement. Donc j'ai attrapé mon petit ordi et c'est parti. Donc je vais vous faire les résumés. En fait, je vais vous lire les résumés que j'ai fait traduire avec Google Traduction parce que j'ai un peu la flemme de faire la traduction comme ça à la volée, puisque tous les livres que je vous présente, ce sont des livres en anglais. Donc désolée pour la traduction qui peut sembler un peu merdique, mais c'est Google. Hein. Donc du coup, le premier que j'ai pris, il s'agit de Crown of Earth and Sky. Donc c'est le tome 1 d'une saga qui s'appelle Secrets of the Fairy Crown. Clairement, comme je vous ai dit, j'ai fait avec les couvertures. Voilà. Donc les couvertures, je vous les mettrai quelque part pour que vous voyez à quel point elles sont belles. Donc le résumé, c'est ce que je veux, une mort rapide. À part cela, je ne rêve que d'une chose, la vengeance. Veka a été couronnée reine d'une farce digne de n'importe quel cirque. Aujourd'hui, alors que sa cour complote autour d'elle, la nouvelle reine des fées élémentaires doit se venger des humains qui l'ont trahie tout en gardant un dangereux secret. L'arrivée de son fiancé, le légendaire prince brutal, n'est qu'un autre rouage dans les roues du temps et de l'espace qui tournent autour d'elle. Aran Earthborn est le failli terrestre le plus puissant depuis des millénaires. Si Veka souhaite maintenir la paix pour laquelle ses ancêtres se sont battus, elle doit le rejoindre bientôt. Mais le prince brutal n'a pas gagné son nom en jouant gentiment. La torture qu'il impose va la mettre en colère et l'enflammer et mettre en danger un secret qui déchirerait leur monde en lambeaux. Les jours passent. Très bientôt, je devrai choisir. La couronne qui a détruit ma vie mais protège mon royaume ou régler les comptes qui hantent chacun de mes pas. Sword of Earth and Sky est une mythologie tordue racontant la légende d'Arthur. C'est surtout le résumé déjà est incroyable, mais ce qui m'a fait flancher, c'est le fait que ce soit un retelling des légendes arthuriennes. Le résumé a l'air incroyable. La fille est reine, elle doit choisir. L'autre qui a l'air pas gentil, qui est un peu en mode je vais te torturer, mais pas dans le mauvais sens du terme. Il avait l'air incroyable. Celui-là, il avait clairement l'air incroyable. Donc voilà, je l'ai pris.
Alors, comme je vous ai dit, je les ai tous plus ou moins choisis en fonction de leur couverture, mais celui-là, je pense vraiment, je l'ai choisi surtout pour sa couverture. Regardez cette couverture incroyable, vert comme ça. C'est ma couleur préférée, ce genre de vert, donc incroyable. Donc, il s'agit de The Guardians of the Aspice. Et je disais Aspic alors que ça n'a strictement rien à voir, de Sarah L. Rose. Donc c'est une epic fantasy apparemment qui a quand même pas mal de pages il me semble. Donc j'espère que ça va aller au niveau d'anglais. Ouais, 622 pages hein, quand même. Donc là, c'est la couverture, mais attendez, il y a un résumé qui va avec une couverture, n'est-ce pas? Donc, les yeux baissés, ne réagissez pas, mélangez-vous. Pendant 25 ans, le mantra d'Olivia l'a maintenue en vie dans une société contrôlante. Mais lorsqu'une rencontre périlleuse la pousse à se battre pour sa survie, sa vie est changée à jamais. Transportée à Hard, une terre étrange et merveilleuse, Olivia découvre qu'elle a un rôle central dans son avenir. Elle doit accomplir un dessein qui lui est donné pour réveiller les Aspices. Elle est retrouvée par quatre gardiens, les gardiens des Aspices, des guerriers qui possèdent chacun des dons uniques. Parmi eux se trouve Breck, un gardien énigmatique qui recèle ses propres secrets. Le devoir d'un gardien est de protéger les gens. Alors qu'il parcourt des paysages dangereux à la recherche de l'Aspice, la grande bête qui peut tous les sauver, Olivia et Breck forgent une alliance difficile. Malgré leur méfiance initiale, des étincelles s'enflamment entre eux. Ensemble, ils doivent percer les vérités cachées de l'histoire et affronter leur propre vulnérabilité pour accomplir leur dessein commun. Voilà. Au début, j'ai cru que ça allait être un harem inversé Epic Fantasy quand ils ont parlé des 4 gardiens, mais du coup non, ils vont en choisir qu'un apparemment. Mais là, c'est clairement bon. Le résumé a l'air cool, mais clairement là, c'est la couverture hein, qui m'a eu avec le serpent, tout ça. Pour le troisième bouquin que j'ai pris, pour le troisième e-book, donc il s'agit de The Divine and the Curse, donc pareil, tome 1 d'une saga, de J.I. Reid. Reid, je ne sais pas. Mais je l'ai pris parce que pareil, la couverture incroyable, je vous l'affiche. Ma chaise descend toute seule, c'est génial. Et on va plus se voir à force, hein, si je fais que descendre. Hein. Bon, j'espère que vous voyez toujours. Mais c'est du young adulte. Donc je l'ai pris parce que le résumé avait l'air cool et tout, mais bon, je vous lis le résumé et puis on verra bien. Une reine cachée, 2 pays en guerre. Lorsqu'Ariana, 18 ans, est volée à sa famille et vendue comme esclave, elle passe des mois déguisée en fae métisse à lutter contre les ravages d'une guerre qui dure depuis 10 ans. Mais elle ne s'attendait pas à se retrouver à la merci du plus grand ennemi de son pays. Le général Rion est impitoyable et autoritaire. Il savoure sa réputation de démon, une vile créature incapable d'amour ou de compassion. Avec un secret que personne ne peut connaître, Ariana s'efforce de l'apaiser tout en planifiant son évasion, mais parfois le destin a d'autres plans et on ne peut pas toujours se fier aux rumeurs. Elle devra faire un choix, tuer le mal le plus redouté du continent ou rester et laisser un lien interdit prendre racine. Mais que se passera-t-il lorsqu'il découvrira son secret? Alors, c'est bizarre parce que c'est marqué dans le résumé Amazon, un best-seller dans la catégorie Amazon fantasy machin pour adolescents et jeunes adultes, mais c'est marqué trigger warnings, guerre, violence, esclavage, torture, mort, sang, famine, enlèvement, blessure, SA, je ne sais pas ce que c'est, perte d'un parent. C'est pas young adulte ça. Donc je sais pas. Je pense qu'il va falloir que je les lise vraiment pour savoir parce que les trigger warnings sont du adulte, clairement adulte plus, mais c'est marqué young adulte. Donc je sais pas, on verra. Prochain livre que j'ai pris, il s'agit de Seven Crowns, donc c'est le tome 1 de la saga Shadows and Starlight, pareil, couverture. Je craque toujours pour les mêmes couvertures, hein, si vous avez remarqué. J'aime pas les couvertures où il y a avec des fanarts où il y a des personnages dessus. J'aime pas vraiment. Donc celui-là, pareil, il a l'air trop bien. Le résumé est assez court, je vais vous le lire. Une couronne est dangereuse, une couronne divisée en 7 directions est mortelle. Ah oui, je m'en souviens celui-là. Anna est loin d'être une royauté. Bon, vous vous fiez pas à la traduction. Hein. C'est une enfant adoptive avec une mère décédée et un père mauvais payeur. La seule chose qu'elle veut, c'est s'échapper sa ville natale et son chagrin. Là, la traduction, les plans d'Anna déraillent lorsqu'un dangereux secret de famille est révélé. J'aime bien, moi, les secrets. Elle est l'unique héritière d'une dynastie déchue dans un monde où cette famille se partage la couronne. Sa famille a été assassinée une par une, laissant 6 familles gouvernées. Maintenant, quelqu'un connaît l'emplacement d'Anna. Alors que les assassins se rapprochent, la vie d'Anna et la couronne sont en jeu. Avec l'aide d'un bel inconnu, elle s'échappe vers l'endroit où tout a commencé.
un monde lointain où magie et technologie cohabitent. Ça, je trouvais ça intéressant. Technologie et tout, parce qu'en général, les romantaisies, désolée, je coupe le résumé, mais en général, les romantaisies, c'est un peu un monde style un petit peu moyenâgeux, voilà, les robes, les balles, les machins, les trucs. Là, technologie, c'est original, ça m'intéresse. Bref, Anna doit naviguer dans un réseau enchevêtré d'amis et d'ennemis pour démasquer son assassin potentiel avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard, oui, bien sûr. Voyager dans un monde scintillant et dangereux avec des alliances politiques et des robes de bal parfaits pour les fans de Hunger Games et de Cinder. Il y a quand même des robes de bal, du coup. J'ai envie de voir comment ça va se mélanger, technologie, bal, etc., etc. Mais voilà, assez cool. Par contre, le principe de un jeune inconnu, d'où il va sortir l'inconnu, pourquoi, bon, on verra bien. Donc, on va passer maintenant à un livre qui s'appelle The Call of the Sea. Donc, c'est le book 1, c'est le livre 1, pardon, de The Grey Cycle. Oui. Et là aussi, c'est un remake des légendes arthuriennes. Donc, j'aime. En plus, je connais pas forcément plus que ça les légendes arthuriennes, mais je sais pas, j'ai été matrixée par ça apparemment quand j'ai fait ma sélection. Donc, autrefois, le monde était gouverné par ceux qui avaient de la magie dans le sang, mais c'était il y a longtemps. Depuis que la magie a été interdite à Kernou, Jennifer Astola vit avec un secret qu'il avait réattaché au bûcher pour servir de nourriture à la mer. Une histoire de mer, j'aime bien aussi. C'est assez original, pareil. Mais lorsque ces mensonges inconsidérés la voient marier un homme qu'elle n'aime pas, Jennifer doit oublier sa fuite de la ville et oublier Ordes Merlini, le charmant pirate qui l'aide à manier la magie en secret. Arthur Tregarten n'a jamais voulu être un leader, mais c'est un devoir auquel il ne peut échapper en tant que fils du chiffre. Alors qu'il lutte pour cacher la vérité sur qui il est à son formidable père, une rencontre fortuite avec un porteur de magie révèle des secrets de son passé que même Arthur ignorait. Lorsqu'un Witchfinder incite Jennifer à révéler sa magie, cela déclenche une chaîne d'événements qui la propulse, elle, Arthur et Order, dans des jeux qui durent des éternités. Mais il leur incombe désormais de prendre des décisions qui façonneront le destin du monde. Donc, ils disent que c'est une épopée fantastique et romantique réinventant les légendes arthuriennes. J'ai remarqué que tout ce qui est légende arthurienne a quand même pas mal de personnages. Hein. On tourne pas autour que de deux protagonistes. Mais là, apparemment, il y a deux garçons. Donc, est-ce que ça va être un triangle amoureux? Un white shoes? On sait pas. On verra. Prochain livre, avant-dernier livre, il s'agit de Darkest of Throne, donc le tome 1 de The Blight de Blanche Maze. Pareil, couverture incroyable, la couronne qui brille, l'épée incroyable. Donc celui-là aussi, il m'a vraiment bien plu. Pour le résumer, donc un cadeau interdit, une mission secrète, un fait mystérieux. Il y a 50 ans, le fléau s'est répandu sur Estive, laissant la mort et la destruction sur son passage. Après la mort de sa mère, Théa a pris sa place comme guérisseuse dans son village. Mais son don secret n'est pas la capacité de guérir d'un simple toucher. Lorsque la garde royale se présente à sa porte, sollicitant les services du guérisseur pour une mission royale secrète, elle est obligée de tout laisser derrière elle. Ah ouais, j'aime bien ça. Quand elle part de leur trou perdu pour aller à la cour. Déterminée à survivre au voyage vers la capitale, même si elle possède pas les talents de sa mère, elle va devoir interroger Rogan, un mystérieux faillet accompagnant le convoi. Pourquoi la reine a-t-elle besoin d'elle? Combien de temps sera-t-elle absente? Et plus important encore, pourquoi Théa se sent-elle si attirée par Rogan, un parfait inconnu? Ouais. Et dans aussi, ce qui a marqué en tout, c'est marqué pour les fans d'Eke Mulford, bon je sais pas qui c'est, et Jennifer L. Armentrout, donc qui est une de mes autrices préférées. Donc celui-là, il a l'air vraiment cool aussi, histoire de guérisseuse, blablabla, blablabla. Ça a l'air bien cool. Pour l'avant-dernier livre, il s'agit de The Lost Siren, donc de Ravenstorm. C'est le tome 1 d'une saga, mais je sais pas si c'est pas un préquel parce qu'il fait que 200 et quelques pages. Donc je sais pas si c'est pas un préquel, mais ça a l'air cool. Ça part d'une fille qui est esclave dans un manoir, donc je vais vous raconter le résumé. Une femelle humaine née dans un manoir reproducteur n'a jamais le choix. Je suis une esclave, mais au moins je suis en vie. Lorsque l'homme aux ailes et aux écailles m'a proposé un deuxième choix, je l'ai accepté. Les autres de son espèce me fixent avec des yeux affamés, mais je ferai ce qu'il faut pour survivre. Je présiderai leur Draken Games et choisirai chaque soir un gagnant pour partager mon lit. L'alternative est la mort. Échangée d'une prison à l'autre, il ne me reste plus qu'un espoir, la sirène perdue. Je dois la retrouver avant que les ordres de démons n'arrivent si ces hommes, les Draken, ont une chance de s'échapper de leur prison montagneuse et moi avec eux.
Pareil, parfait pour les fans de Jennifer L. Armentrout. Et c'est marqué The Lost Siren et l'introduction de la série Rise of the Draken. Donc, hein, attendez, je viens de voir un truc intéressant. En dessous, c'est marqué il s'agit d'un roman fantastique de harem inversé polyamoureux. Ça me plaît encore plus. Donc, harem inversé, une fille qui est un petit peu obligée de se prostituer. C'est associé à Jennifer L. Armentrout. Ça a l'air cool. Ça a l'air cool, franchement. Et le dernier que j'ai pris, et non le moindre, donc vous avez vu pareil la couverture verte incroyable. Donc il s'agit de The Fairy's Throne, Chronicle of Chial, apparemment. Alors, de quoi ça parle? Élevé avec son frère par un guerrier féerique brutal, Illyria Valus s'enfuit de sa vie de petit village et de la romance de petit village dont elle s'est laissée apprécier. La traduction, bon. Lorsqu'elle enfreint la loi pour se rendre à Chial, une ville féerique animée et pleine de magie, Lyserly doit en assumer les conséquences. Elle doit servir la cour des fées et ses trois princes, vous savez, hein, vous savez ce que ça veut dire ça, dont l'un a l'intention de la tourmenter. Ah non. Grâce à sa punition, Lyserly réalise que la vie parmi les fées n'est pas aussi incroyable qu'elle l'espérait. Alors que les dangers grandissent, Lyserly doit apprendre où placer son allégeance, à son frère alors qu'il combat dans la résistance humaine ou aux fées qui lui promettent tout ce dont elle rêve. Bon, attendez, il y a beaucoup trop de choses à dire. Bon, déjà, j'ai cru que c'était un rêve inversé, ça n'en est pas un. Un peu triste, mais bon, voilà. Mais j'aime bien ce truc où c'est une humaine et à un moment donné, tout va être mis en question, à savoir si elle choisit les humains ou les fées. Ça me fait penser à bon, j'avais pas tant aimé cette saga, hein, mais du coup, pendant que j'étais en train de réfléchir au titre du livre que j'ai retrouvé entre-temps, je me suis fait couper le sifflet par le manque de stockage sur mon téléphone. Donc écoutez, le livre que je cherchais, c'était Savage Land, où on avait une humaine en fait qui était du côté des humains, et du coup, elle se faisait emprisonner par les fées et elle se rendait compte que c'était peut-être pas les humains les méchants. Donc en fait, c'était juste pour finir sur ça finalement, et je me suis fait couper à 30 secondes de la fin. Petite update, j'ai avancé Knights of Obsidian, donc j'en suis à peu près 60% du roman. Et ça y est, la romance, elle commence vraiment à prendre une super belle importance, puisque c'est vrai que jusqu'à 50% du bouquin, clairement, il n'y avait pas de romance. La romance était inexistante. À la rigueur, ils commençaient vraiment à être amis, à se soutenir et tout dans cette épreuve et qu'ils sont enfermés ensemble, qu'ils ont des trucs pas cool et tout. Ils étaient amis, mais il y avait vraiment zéro part de romance. Et en fait, la romance, elle pop d'un seul coup à 50% du bouquin, parce qu'il y a un événement vraiment pas cool, en fait, qui va ouvrir complètement les portes de la romance. D'ailleurs, c'est dit à un moment donné, la donne, donc le personnage masculin, il dit cet événement-là, ça a ouvert des portes qui ne pourront jamais être fermées. Et clairement, ça passe du tout au tout, et c'est vraiment super cool parce que maintenant qu'il y a la romance, vraiment, je suis à fond dans le bouquin. Ils sont vraiment trop mignons et là ils commencent, enfin en fait à 60% là ils commencent à peine à dire mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi machin, pourquoi ci, pourquoi ça, surtout que le personnage masculin il sent que elle lui plaît, qu'elle commence vraiment à lui plaire, mais il dit quand on va sortir de là, puisqu'ils ont espoir de sortir de leur prison, quand on va sortir de là, en fait, oui, ok, je l'aime bien, mais en fait, après, elle sera toujours promise à mon frère et elle devra toujours se marier avec mon frère. Donc, j'ai vraiment hâte, en fait, qu'ils sortent de la prison pour voir comment le après et leur romance va être gérée après, parce que je suppose que leur romance va évoluer jusqu'au moment où le frère il va vouloir la récupérer quoi. Donc c'est vraiment super cool. Lui, il est super mignon. Il continue à être méga mignon par rapport à l'événement qui s'est passé, qui est vraiment pas cool. Genre, ils se sont super coupables. Ils ressassent énormément. À un moment donné, il y a une phrase, une citation pareille sur les gens qui ont des pensées un peu envahissantes, qui ressassent et qui pensent toujours, et vraiment j'ai relate beaucoup. Mais jusqu'à 50% du bouquin, quand il n'y avait pas la romance, j'étais ouais c'est cool, mais bon voilà. Mais maintenant qu'on commence à rentrer vraiment dans la romance, j'aime beaucoup, j'aime de mieux en mieux ce roman. J'ai avancé du coup Knights of Obsidian, j'en suis à peu près 83%. J'ai lu un petit peu aujourd'hui quand j'étais au boulot. Il est trop bien, ce livre est trop bien. Là, à partir de 50%, vraiment, ce roman, il s'est mis à se révéler d'un truc de fou. Comme je vous l'ai dit, à partir du moment où il y a eu la romance, en fait, c'est parfait. C'est juste parfait. Le mec est parfait. La fille, elle est incroyable aussi. Enfin bref, du coup, en fait, ils sont tellement, genre, mignons.
juste mignon. C'est même pas question de, c'est même pas un enemies to lovers en fait. C'est un limite friends to lovers parce que en fait, la façon dont ils tombent amoureux, c'est tellement profond qu'en fait on le voit même pas arriver parce qu'on est juste coincé entre guillemets avec eux dans leur prison, avec la reine qui leur fait faire de la merde là, qui est cruelle et tout ça. Et en fait, c'est grâce ou à cause de tout ça qu'ils vont tomber amoureux. En fait, ça se fait tellement insidieusement que on le voit pas arriver, mais c'est tellement fort, c'est tellement puissant que c'est incroyable. En fait, le personnage masculin, enfin, s'il vous plaît, je suis clairement amoureuse. Comme je vous disais, ça change tellement des personnages masculins qu'on a l'habitude de voir parce que le mec, il est mignon, il est doux, il est attentionné, il a pas peur de ses sentiments. J'ai mouru parce que il sort des phrases, mais on les trouve où les gars comme ça, sérieux? Il sort des phrases mais incroyables, mais tellement mignonnes, comme quoi il est amoureux et ça lui prend pas 45 000 ans pour voir qu'il est amoureux. Il est amoureux et clairement, à part le fait qu'il va trahir son frère, bah c'est le seul truc en fait qui le dérange. Il est pas en mode oh là là, je suis amoureux, faut pas être amoureux, faut pas avoir de sentiments, gna gna gna. Bref, il est trop mignon. Il y a eu enfin la première scène spicy et clairement, elle était parfaite. Alors, si vous attendez à de la spice super hot, tout ce que vous voulez et tout ça, passez parce que c'est clairement pas ça. Mais la scène spicy, elle est tellement mignonne, c'est tellement parfait dans les conditions dans lesquelles ils sont, qui sont clairement horribles. C'est tellement parfait en fait. Enfin, j'ai pas les mots. Aussi la maturité des personnages purée de purée, ça fait tellement du bien parce que la reine, elle leur fait faire des trucs horribles entre eux, en fait justement pour un petit peu les éloigner et tout ça. Mais en fait, ils sont tellement matures parce qu'ils s'en veulent d'avoir fait entre guillemets du mal à l'autre. Et ils en parlent déjà, ils en discutent, donc déjà ils se font pas juste la gueule, ils en discutent déjà à maturité plus plus. Et surtout, ils sont en mode oui, c'est horrible ce qu'elle a fait faire, mais c'est pas ta faute. Je sais que c'est pas ta faute. C'est parce qu'elle est cruelle, etc., etc. Et clairement, parfait, juste parfait. Cette dark romance, rien à voir. Cette romantaisie, je vous la conseille. Et justement, c'est pour ça que j'ai dit dark romance, parce que c'est quand même assez dark. Il y a des scènes assez quand même, tu vois. Faites attention, trigger warning, mais vraiment, là, je vais aller la finir. On va descendre, on va finir cette romantaisie. Là, je suis à 83%. Il me reste plus ou moins 1 heure et demie de lecture. Là, on va terminer ça ce soir. Two, three. On est dans la dernière ligne droite, là. 88%. Ça y est, j'ai enfin fini ce livre, Night of Obedience. Je l'ai fini hier soir, mais clairement, j'ai lutté pour vite le finir hier soir avant de m'endormir. C'est pour ça que je vous en parle que ce matin. Il était vraiment, vraiment bon ce livre, vraiment, vraiment. J'ai mis 4 étoiles. La fin, elle m'a un petit peu surprise parce que c'est à moitié ce que j'attendais, à moitié ce que j'attendais pas. Parce que clairement, j'attendais clairement à ce qui en fait trouve un moyen de sortir de là et qui s'en aille et en fait que la fin ce soit vraiment la scène de retrouvailles avec le frère et les explications de pourquoi on s'est rapproché. Mais sauf qu'en fait, ça arrive, je suis un peu bête. Je pensais que c'était un one shot, je sais pas pourquoi, je pensais pas que c'était une saga, mais en fait, au vu de la fin, parce que bon, je vais pas vous spoiler, mais j'ai lu la fin, il se passait absolument rien de ce que je pensais dans ma tête. Et il y avait énormément de trucs sans réponse et ça finissait sur un cliffhanger. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible que ce soit un one shot. Donc du coup, non, ce n'est pas un one shot, c'est le tome 1 d'une série. Euh, Sachant que ce tome 1 est sorti le 31 mars 2024 et que le tome 2 n'est pas encore sorti. Donc je tiens à vous prévenir si jamais vous voulez le lire, il n'y a pas encore le tome 2 hein, et c'est en anglais. Mais sinon, c'était assez bien, la fin est assez cool. Il se passe un plot twist, c'est la dernière fois que je vous parlais, il se passe un plot twist en fait qui fait qu'on pense que ça va être un petit peu plus compliqué pour eux de s'échapper, etc., etc.
Mais c'est juste un plot twist histoire de mettre un petit peu plus d'action, mais après qu'ils s'en sortent quoi. Mais sinon c'était vraiment bien. Clairement première romantasy en anglais, ça m'a vraiment plu. Le prochain livre que je compte lire, j'en ai repéré quelques-uns. Déjà le livre qui ressemble à Force Wing, je pense qu'il va pas traîner. Je pense pas que je vais relire un livre en anglais après, mais clairement ça va pas traîner. J'ai déjà quelques idées pour les prochains livres que je vais lire. J'ai envie de tester aussi les romancements. Bref, j'ai une palle grande comme ça, mais je peux pas tout lire en même temps. J'espère que ce vlog vous a plu et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!